côté, il existe un unique polynôme normalisé P min de degré minimum inférieur ou égal à n qui annule f. P min est donc de la forme somme de k égale 0 à d des ak x puissance k, d compris entre 0 et n, ad égale 1, donc P min différent de 0. Ce polynôme minimum divise tous les polynômes P de k, de x, qui annulent f. Démonstration, on considère l'ensemble delta f des polynômes P non nuls vérifiant P de f égale 0. Il est non vide parce qu'on sait que le polynôme caractéristique annule f, qu'il est de degré n, donc qu'il est différent de 0, donc il appartient bien à delta f. Et delta prime f, l'ensemble des degrés de P, P appartenant à delta f. Il a donc un plus petit élément D, compris entre 0 et n, d'après ce que je viens de dire, et il existe P de degré D, P non nul, tel que P de f est égal à 0. Donc ce P, je le note comme ça, et en divisant par BD, puisqu'il est non nul, BD est différent de 0, et j'obtiens un polynôme, somme de 0 à D des AK x puissance K, avec le terme de plus haut degré AD qui est égal à 1, D compris entre 0 et n, et évidemment, comme celui-là annule F, quand on divise par BD, celui-là annule S aussi. Je prends un polynôme P quelconque qui annule F, je fais sa division euclidienne, j'en déduis que P de F est égal à Q de F rond P min de F, d'accord, c'est P min ici, plus R de F, mais P min de F est égal à 0, et donc Q de F en 0, ça c'est un polynôme, hein. En 0, ben, ça fera 0, et donc ça fera R de F égale 0. D'accord? Et donc comme R est de degré inférieur à D, hein, qui était le plus petit élément de ça, ben, ça veut dire que R est nul. Et donc R est nul, et donc P est un multiple de P min, c'est ce qu'on voulait démontrer. Donc P de degré, P étant, si on veut que P, ce polynôme, soit de degré minimal, ben, il faut absolument à ce moment-là que Q soit égal à lambda, puisque le degré minimal c'est celui de P min. D'accord? Donc ça veut dire que Q est égal à lambda, non, ça veut dire que Q est égal à lambda, mais si on veut que le polynôme ne soit pas nul, il faut aussi que Q soit différent de 0. D'accord? Et si on veut qu'il soit normalisé, bah, il va falloir que lambda est égal à 1, soit égal à 1, puisque P min, son terme de degré D, de degré du plus grand degré, son terme a pour coefficient 1. Donc lambda va être égal à 1 et P égale P min. Ce qui veut dire qu'il y a bien un unique polynôme de degré minimal et normalisé, hein, donc différent de 0, qui annule f, et que tous les polynômes qui annulent f sont des multiples de ce polynôme. Remarque que l'ensemble des polynômes p de k de x, cette fois-ci j'enlève pas 0, tel que p de f est égal à 0, c'est un sous-espace vectoriel du k espace vectoriel k de x. Donc ça c'est évident parce que si je prends p et q qui appartiennent à cet ensemble, p plus q de f, ça fera p de f plus q de f égale 0. Lambda p de f, ça fera évidemment lambda fois 0, ça fera 0. Enfin bref, c'est évident. Et IP ici, c'est p min fois k de x. Ça découle exactement de ce que j'ai démontré avant. En fait, c'est un ligne idéal de l'anneau. Enfin, PC de f est un multiple de p min. Hein, bah oui. Après ce qu'on a dit avant, tous ceux qui annulent f, hein. Donc PC de f annule, PC annule f, donc PC est un multiple de P min, hein. Donc PC est égal à P min fois Q, où Q appartient à K de x. Alors je donne deux exemples avec des matrices, celle-ci dont le polynôme caractéristique est égal à 1 moins x au cube. Quel est son polynôme minimal, hein? Eh bien, son polynôme minimal, ça peut être x moins 1, il faut qu'il soit normalisé. Hein. Donc il faut qu'il divise 1 moins x au cube et qu'il soit normalisé. Donc c'est x moins 1 carré ou x moins 1 cube. Alors si je calcule a moins i, je trouve ça, donc c'est différent de 0, donc c'est pas x moins 1. Mais par contre, si je calcule a moins i au carré,
j'obtiens 0. Donc x moins 1 au carré est bien le polynôme minimal. D'accord? Et je remarque qu'il n'est pas, égal, même au coefficient près, il n'est pas égal à PC. PC est de degré 3, alors que P min ici est de degré 2. Par contre, ici, si je prends cette matrice diagonale, son polynôme caractéristique, je fais 1 moins x facteur de 2 moins x. Et puis là, ça va bien être le polynôme minimal parce que les polynômes minimaux possibles, c'est x moins 1 et puis x moins 2. Alors si je prends a moins i et puis a moins 2i, je vois tout de suite que c'est pas égal à 0. Et donc x moins 2 et que x moins 1 n'annulent pas a. Donc le polynôme minimal est bien égal à celui-là parce qu'en plus le degré ici, quand je développe, le degré est bien égal à 2, mais surtout le coefficient du degré 2 est bien égal à 1, donc c'est bien un polynôme normalisé. Une remarque, si A est une matrice d'ordre n, il existe un unique polynôme P normalisé de degré minimal, vérifiant P de A est égal à 0. On l'appelle le polynôme minimal de la matrice A, et c'est évidemment le polynôme minimal de l'unique endomorphisme F de k puissance n, vérifiant matrice A est égale à matrice de F dans la base canonique B0 de k puissance n. Alors ce polynôme minimal divise tous les polynômes P qui annulent A, et donc il va diviser le polynôme caractéristique de A. Et si je considère l'ensemble des polynômes qui annulent A, c'est un sous-espace vectoriel de k de x, et ces éléments sont tous des multiples du P min. Voilà. Alors, donc c'est le pendant de ce qu'on a vu avec les endomorphismes, c'est le pendant sur les matrices. Et c'est évident parce qu'on a un isomorphisme qui, quand on fixe la base canonique de k puissance n, qui à chaque matrice associe à un endomorphisme de k puissance n. Et on a P de A égale 0 qui équivaut à P de F est égal à 0. Donc je vous laisse réfléchir à ça, mais tout est absolument évident. D'accord ? Donc désormais par la suite, on va voir des théorèmes, on parlera qui traiteront de la diagonalisation, la trigonalisation, des matrices ou des endomorphismes. Parfois on ne citera pas les deux, mais quand ça marche pour l'un, ça marche pour l'autre. Si E est un espace vectoriel de dimension n, que F est un endomorphisme de A, alors là je dis les deux à la fois, et que A est une matrice d'ordre n, dire que lambda, si lambda est une valeur propre de F, ou une valeur propre de A, alors lambda est une racine du P min de F, donc de A. Donc là, je le fais pour F, c'est pareil pour A. P min, c'est somme des AK x puissance k. P min de F est égal à 0 fois, donc somme des AK f puissance k est égal à 0, soit lambda, une valeur propre de F, et x, un vecteur propre de lambda. Donc x est différent de 0, f de x est égal à lambda x, et par une récurrence évidente, f puissance k en x est égal à lambda puissance k en x, quel que soit k appartenant à n. Alors c'est évident pour k égale 0 parce que ça fait identité en x, ça fait x égale x. Et puis pour 1, c'est f de x égale lambda x, donc ça marche. Et si on suppose le résultat vrai à l'ordre k, on fait un coup de plus, f de k plus 1 de x, ça va être f de ça, c'est-à-dire comme f est un endomorphisme, ça va faire lambda k f de x. Donc lambda k, lambda x égale lambda k plus 1 x. Donc c'est toujours vrai. Donc P min de f en x, il va être égal à somme des... alors je l'avais écrit quelque part. Il va être égal donc à somme des AK f puissance k en x, mais f puissance k en x, ça fait ça. Et donc quand je factorise x, ça fait P min en lambda fois le vecteur x. Mais ça vaut 0, puisque le polynôme minimal annule f, donc il annule f en x.
Et x, ici, les différents zéros. Donc P min de lambda est égal à 0, ce qui veut dire que lambda est une racine du P min. Donc la propriété est démontrée. Conséquence, comme P min divise polynôme caractéristique, que ce soit de f de A, les racines de P min sont des racines du polynôme caractéristique. Donc sont des valeurs propres de f. Donc le bilan de tout ça, c'est que les racines du P min sont les racines du polynôme caractéristique et sont les valeurs propres de f. Voilà. Et si lambda est une valeur propre d'ordre m, c'est-à-dire une racine d'ordre m dans le polynôme caractéristique de f ou de A, eh bien lambda est donc une racine d'ordre alpha dans le P min. Donc évidemment son ordre, comme P min divise PC, son ordre est entre 1, puisque ça doit être une racine, et m. Voilà. Si lambda est une racine d'ordre alpha dans P min, alors lambda est une valeur propre du polynôme caractéristique d'ordre m supérieur ou égal à alpha. Parce que j'ai x moins lambda à la puissance alpha qui divise P min et P min qui divise PC. Donc x moins lambda à la puissance alpha divise PC. Donc lambda est une racine de PC, mais d'ordre supérieur ou égal à alpha. Okay. Enfin, si PC est scindé, et donc il est égal à ça, le produit de 1 à P des lambda j moins x à la puissance mj, alors le P min est scindé et il est égal à produit de 1 à P des x moins lambda j à la puissance alpha j, où alpha j est entre 1 et mj pour chaque j. Alors là, vous remarquerez évidemment, au lieu de mettre lambda j moins x, j'ai mis x, parce qu'il faut que le coefficient en x puissance n soit égal à 1, il est normalisé, c'est pour ça. Voilà, donc là il n'y a rien à dire non plus, P min divise PC, et P min, PC ont les mêmes racines, donc forcément le P min va être de cette forme-là, et puis ici avec un exposant qui est plus petit que l'ordre de la racine de la valeur propre lambda j dans le polynôme caractéristique, et tout est démontré. Théorème. E est un K-espace vectoriel de dimension m, F est un endomorphisme de E, A une matrice d'ordre n, F est diagonalisable, on peut dire aussi A est diagonalisable, si et seulement si leur polynôme minimal est scindé et n'a que des racines simples. Démonstration, supposons F diagonalisable, pour A c'est pareil, donc son polynôme caractéristique est scindé, et on a vu, on a déjà démontré ça, que est la somme des sous-espaces, de ces sous-espaces propres, et que si j'appelle NJ ces sous-espaces propres, ils sont de dimension MJ, où MJ est l'ordre de la valeur propre lambda j. Quel que soit U appartenant à NJ, f de U est égal à lambda JU, donc PJ de f en U est égal à 0, où PJ de x est égal à x moins lambda j. Quand je fais PJ de f, ça fait f moins lambda j identité. PJ de f de u, ça fera donc f de u moins lambda ju, donc ça fera 0 parce que lambda j est une valeur propre. J'appelle P le produit de tous les PJ. Si P égale 1, ben P c'est égal à PJ, et donc P de f de u est égal à PJ de f de u, égale 0. Et si P est supérieur à 1, ben je veux dire que P c'est le produit de Q. Alors Q c'est le polynôme produit des PK pour K différent de J. Et donc je vais avoir P qui est égal à Q multiplié par PJ. Et donc je vais avoir P de F qui est égal à Q de F rond PJ de F. Et donc PF de U qui va être égal à Q de F en PJ de F de U, mais qui vaut 0. Donc QF de 0, mais comme Q de F est un endomorphisme, ça fait 0. E est la somme directe des NJ, et donc quel que soit U appartenant à E, je vais retrouver une décomposition suivant cette somme directe, donc avec UJ appartenant à NJ, et PF de U est égal à la somme de PF des UJ, parce que P de F est un endomorphisme. Et chaque P de F de UJ est égal à 0, d'après ce que je viens de voir. Donc ça fait une somme de 0, et ça fait 0
Donc P de f de U est égal à 0, quel que soit U appartenant à E. Donc P de f est égal à 0, ce qui veut dire que le polynôme P annule f. Alors le polynôme minimal, lui, qui est égal à ça, il va donc diviser P, puisque P annule f. Donc j'ai ça qui divise ça, hein, et donc j'ai alpha j qui est égal à 1, quel que soit j allant de 1p. P min égale P, il est scindé, il a des racines simples, et c'est bon. Réciproquement, si je suppose P min scindé avec des racines simples, ben P min de f est égal à 0, et donc ker de P min de f, ça va être E, et ça va être la somme directe des noyaux des f moins lambda j identité. D'accord? C'est-à-dire ce que j'appelle des EJ. Donc j'ai E qui est la somme directe des EJ. Ces EJ sont de dimension dj avec une base bj. La restriction fj de f à EJ, bah, c'est une homothétie de rapport lambda j. Pourquoi? Parce que quel que soit x appartenant à, nj, eh bien j'ai, alors je l'ai appelé EJ, quel que soit x appartenant à EJ, j'ai comme EJ c'est le noyau, j'ai f de x moins lambda j x qui est égal à 0, et donc j'ai f de x qui est égal à lambda j x. Voilà. Et donc la matrice de la restriction de fj à EJ dans la base BJ, ça va être quoi? Ben, ça va être une diagonale avec des lambda j, hein, puisque c'est une homothétie. D'accord? Voilà, matrice d'ordre dj. Et maintenant, la réunion des bases BJ, ben, comme la somme directe des EJ est égale à E, hein, eh bien B va être une base de E. Et la matrice de f dans cette base, elle va être formée par les différentes matrices des restrictions de f dans les sous-espaces EJ. Donc c'est les matrices MJ, donc M1, M2, etc., qui sont toutes des matrices diagonales. Donc ça, quand je les mets bout à bout, ça fait lambda 1 qui apparaît D1 fois, lambda 2 qui apparaît D2 fois, jusqu'à lambda P qui apparaît dp fois, et ça me donne une matrice diagonale, et le théorème est démontré. Théorème. Soit E un K espace vectoriel de dimension n, et F un endomorphisme de E, alors il existe un entier P compris entre 0 et n, tel que noyau de F puissance P est égal à noyau de F puissance P plus 1. Le plus petit des entiers P qui convient est appelé indice de F. Et on a alors noyau de F puissance K qui est égal à noyau de F puissance P, quel que soit K supérieur ou égal à P. En démonstration, rappelons que F puissance 0 est égal à l'identité, et donc que ker de F puissance 0 c'est réduit à 0. De plus, si f puissance k de x est égal à 0, alors f de f puissance k de x c'est f de 0, et comme f est un endomorphisme, ça fait 0. Donc on a toujours noyau de f puissance k qui est inclus dans noyau de f puissance k plus 1. Alors supposons que toutes ces inclusions-là soient strictes. Alors on aurait noyau de f puissance k qui serait supérieur ou égal à k, quel que soit k appartenant à n. Pour ça, il suffit de faire une récurrence sur k, je vais la faire, mais je pourrais m'en dispenser. Si k est égal à 0, ben c'est évident, parce que ça nous fait 0 supérieur ou égal à 0. Supposons que la dimension du noyau de f puissance k soit supérieur ou égal à k. Alors, le noyau de f puissance k étant inclus dans le noyau de f puissance k plus 1, et l'inclusion étant stricte, on va avoir la dimension du noyau de fk plus 1 qui sera supérieure à celle du noyau de fk. Donc ça veut dire que, comme le noyau de fk, sa dimension est supérieure ou égale à k, hypothèse de récurrence, eh bien celle de noyau de fk plus 1
va être supérieur ou égal à k plus 1. Et donc, la propriété est vraie à l'ordre k plus 1. Et d'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. Donc, on aurait ça, quel que soit k appartenant à n. Donc, en particulier, on va avoir que la dimension du noyau de f à la puissance n plus 1 va être supérieur ou égal à n plus 1 dans un espace qui, je le rappelle, est de dimension n. Donc c'est impossible. Donc les inclusions ne peuvent pas toujours être strictes. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'inclusion est une égalité. Donc il existe k tel que le noyau de f puissance k est égal au noyau de f puissance k plus 1. Alors je considère donc l'ensemble des k appartenant à n qui vérifie noyau de f puissance k égale f de k plus 1. Et comme il est non vide, il admet un plus petit élément qui est p. Donc ça sera l'indice de f. Alors, p est inférieur ou égal à n, hein, sinon on aurait les inclusions strictes comme on les a vues précédemment. Et à ce moment-là, comme elles sont strictes, eh bien on aura noyau de f à la puissance n plus 1 qui sera supérieur ou égal à n plus 1. Bon, je ne reviens pas là-dessus parce que c'est évident. Hein, et donc ça, c'est impossible. Donc, troisième chose à démontrer, c'est que noyau de f puissance k est égal à noyau de f puissance p, quel que soit k supérieur ou égal à p. C'est évident si k est égal à p. Supposons que le noyau de f puissance k maintenant soit égal au noyau de f puissance p. Je prends x appartenant au noyau de f puissance p. Donc f puissance p de x égale 0. Donc f puissance k plus 1 moins p de f puissance p de x, c'est-à-dire f puissance k plus 1 de x. Hein. Alors ça vaut 0 fois... oui, c'est ça, f puissance k plus 1 moins p. Alors fp, oui, fp de x vaut 0. Donc ça vaut 0. Donc f puissance k plus 1 moins p, c'est un endomorphisme. Donc de 0, bah, ça fait 0. Ça, c'est tout à fait possible, hein, parce que k est supérieur ou égal à p, donc k plus 1 est supérieur strictement à p. Hein. Donc f puissance k plus 1 de x va être égal à 0, puisque ça, c'est fk plus 1. Donc x appartient à ker de f à la puissance k plus 1. Et donc, ker noyau de f puissance p est inclus dans le noyau de f puissance k plus 1. De plus, si je prends x appartenant au noyau de f k plus 1, je vais avoir fk de f de x est égal à 0. Donc f de x qui appartient au noyau de f puissance k. Mais le noyau de f puissance k, c'est le noyau de f puissance p, hein, puisque k est supérieur ou égal à p. Donc, ça veut dire que fp de f de x va être égal à 0. Hein, parce que f de x appartient à ce noyau-là, ça veut dire que fp de f de x est égal à 0. Donc, ça veut dire que fp plus 1 de x est égal à 0. Donc, x appartient au noyau de fp plus 1, qui est le noyau de fp. D'accord ? Donc x appartient au noyau de fp à chaque fois que x appartient au noyau de fk plus 1. Donc le noyau de fk plus 1 est inclus dans le noyau de fp, et comme on avait démontré l'autre inclusion, on a l'égalité, d'accord ? Et donc le résultat est toujours vrai par récurrence, en appliquant le théorème de récurrence. Voilà. Endomorphisme nilpotent, maintenant on dit que... Alors attention, non. F est un endomorphisme nilpotent, alors on est toujours en dimension finie, hein. S'il existe P appartenant à une étoile, pour la définition, on n'a pas besoin de la dimension finie. S'il existe P appartenant à une étoile, tel que F puissance P est égal à 0, c'est-à-dire qu'R de F puissance P est égal à E. Le plus petit entier, alors le plus petit P qui convient, d'accord, bah, il faut qu'il en existe un, évidemment, hein, ce qui n'est pas automatique, hein, mais s'il en existe un, le plus petit qui convient,
c'est l'indice de f, c'est-à-dire l'indice au sens de ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire le plus petit entier p vérifiant qu'r f puissance p égale qu'r de f à la puissance p plus 1. Démonstration, donc j'appelle q l'indice de f au sens de ce qu'on a vu avant, et je remarque que si f puissance p est égal à 0, bah f rond f puissance p, c'est-à-dire f puissance p plus 1 va être égal à 0, et donc le noyau de f puissance p, le noyau de f puissance p plus 1 vont être égaux tous les deux à e. Et donc cette égalité me permet de dire que p est supérieur ou égal à q, puisque q c'était le plus petit qui vérifiait ça. Donc P est supérieur ou égal à Q. Bon. Alors maintenant, si P est égal à 0, on a évidemment 0 qui est inférieur ou égal à Q. Si P est supérieur ou égal à 1, ça va me permettre de parler de f à la puissance P moins 1. Alors f puissance P moins 1, il est différent de 0, puisque P, par définition, c'était le premier entier tel que f puissance P égale 0. Donc f puissance P moins 1 est différent de 0. Le noyau de f puissance P moins 1 est donc différent du noyau de fp, qui lui est égal à e, puisque fp est égal à 0. D'accord ? Donc, le fait que ça soit différent, ça implique que p-1 est inférieur strictement à q, l'indice au sens de là. D'accord ? Donc, ça veut dire que p est inférieur ou égal à q, et donc, comme on avait déjà p qui était supérieur ou égal à q, ça veut dire que p est égal à q. Et donc, la propriété est démontrée. Enfin, dernière propriété, mais attention, là, on est dans le cas où le corps E est un C espace de dimension finie n. D'accord ? Le corps, c'est C. Et on va voir que c'est très important. F est un endomorphisme nilpotent si et seulement si son polynôme caractéristique est égal à moins x à la puissance n. Démonstration, soit lambda une valeur propre de f, donc ça veut dire qu'elle est associée à un vecteur propre x, et qu'on a f de x est égal à lambda x, je rappelle que x est différent de 0. Bon, une récurrence assez facile nous montre que f puissance k de x est égal à lambda puissance k fois x. Alors, si k est égal à 1, ben c'est évident, puisque ça fait f de x égale lambda x. Bon. Et si on suppose la propriété vraie à l'ordre k, fk plus 1 de x c'est fk de f de x, f de x c'est lambda x, et je sors le lambda, ça fait lambda fkm de x, fk de x, et fk de x c'est lambda puissance k, donc ça fait lambda puissance k fois x, donc ça fait lambda puissance k plus 1 fois x, et donc on a le résultat, et d'après le théorème de récurrence, la propriété est vraie. Donc, si f est nilpotent, on va avoir f à la puissance p qui sera donc égal à 0. Puisque, oui, f puissance p va être égal à 0. Bon, mais d'après ce qu'on vient de voir, f puissance p de x, c'est lambda puissance p fois x. D'accord ? Et donc, ça veut dire ça que lambda va être égal à 0. Bon, lambda est égal à 0, et donc ça veut dire que lambda est la seule valeur propre. Lambda c'était une valeur propre. Je démontre qu'elle est égale à 0, donc c'est la seule. C'est la seule valeur propre, et comme le corps est C, le polynôme caractéristique est scindé. Donc, forcément, le polynôme caractéristique va être égal à quoi? Va être égal au produit des lambda i moins x. Chaque lambda i vaut 0, donc ça fait au produit des moins x pour k allant de 1 à n, donc ça fait moins x à la puissance n. Réciproquement, si le polynôme caractéristique est égal à moins x puissance n, d'après le théorème de Cayley-Hamilton, quand je remplace x par f, j'obtiens 0. Donc moins f à la puissance n est égal à 0. Donc moins 1 puissance n, f puissance n égale 0. Donc f puissance n égale 0. Donc f est nilpotent. Propriété. On a un espace vectoriel E de dimension n supérieure ou égale à 1.
et un endomorphisme nilpotent d'indice P supérieur ou égal à 1. Bon, si P égale 1, F est égal à 0, bah, sa matrice est réduite à 0. Ce n'est pas un cas intéressant. On prend donc P entre 2 et n, ce qui suppose que la dimension de l'espace E est supérieure ou égale à 2. On note Ni est le noyau de F puissance I. Donc N0 c'est le noyau de l'identité, c'est 0. Il est inclus dans N1, qui est le noyau de F, inclus dans N2, noyau de F2, jusqu'à noyau de Fp qui est égal à E. Et on a vu que les inclusions sont toutes strictes. Alors, pour I supérieur ou égal à 2, on pourra prendre un supplémentaire de Ni-1 dans Ni, puisque Ni-1 est inclus dans Ni, et qu'il n'est pas égal à Ni, le supplémentaire ne sera pas réduit à 0. D'accord ? Et donc on aura Ni est égal à Ni-1, somme directe Fi. Alors, f de Fi est inclus dans Ni-1. En effet, si je prends x appartenant à Fi, Fi-1 de f de x, f de x, parce que comme ça, f de x, il appartient à f de Fi. Fi-1 de f de x va être égal à Fi de x, et Fi de x est égal à 0, parce que x appartient à Fi, qui est inclus dans Ni. Donc Fi de x est égal à 0. Donc de ça, j'en déduis que f de x appartient à Ni-1, puisque Fi-1 de f de x est égal à 0. Donc j'ai bien f de Fi qui est inclus dans Ni-1. F de Fi inter Fi-2 est réduit au vecteur nul. Parce que si je prends x appartenant à l'intersection, comme x appartient à f de Fi, il existe y appartenant à Fi, tel que x est égal à f de y. Mais x appartient à Fi-2, qui est inclus dans Ni-2. Donc Fi-2 de x est égal à 0, et je remplace x par f de y. Ça fait Fi-1 de y égale 0. Donc y appartient à Ni-1. D'accord ? Donc y appartient à Ni-1, mais y appartient à Fi. Et Fi inter Ni-1 est égal à 0, puisque on a une somme directe de Fi et de Ni-1. Fi, somme directe Ni-1 est égale à Ni. Donc x est égal à 0. Et donc l'intersection est bien égale à 0. La restriction G de f à Fi est un isomorphisme de Fi vers f de Fi. En effet, d'abord elle est surjective, puisque j'arrive dans f de Fi, donc c'est forcément surjectif. Elle va être injective parce que si x appartient à Fi, je suppose f de x égale 0, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que x appartient à N1, qui est inclus dans Ni-1. Donc x appartient à Fi et à Ni-1, qui est réduite à 0. Donc x égale 0. Donc ça veut dire qu'elle est injective. Donc, parce que c'est la restriction d'une application linéaire, donc elle est linéaire. Donc c'est un isomorphisme de Fi vers f de Fi. Ça va être important pour construire une base après. Alors je reprends ces inclusions toutes strictes, et maintenant l'idée de la construction de cette base, c'est de partir de Fp. Donc d'en prendre une base, à partir de cette base, de trouver une base de Fp-1, etc., jusqu'à trouver une base de F1. Donc je prends Fp, un supplémentaire de Fp-1 dans Np. D'accord ? Je prends une base Bp de Fp, et je sais, grâce à cet isomorphisme, que f de Bp va fournir une base de f de Fp. D'accord ? F de Fp qui est inclus dans Np-1. Ça a été démontré ici. F de Fp qui est inclus dans Np-1, Np-2 est aussi dans Np-1, et je sais que Fp inter Np-2 est égal à 0. Donc ça veut dire que Np-2 plus f de Fp, et je fais ça dans Np-1, c'est une somme directe, d'accord, que j'appelle A, qui est dans Np-1. Donc si je prends B, un supplémentaire de A dans Np-1, je vais avoir Np-1 qui sera égal à Np-2, somme directe f de Fp, somme directe A. D'accord ? Et je vais choisir Fp-1
fp-1, je vais prendre, parce que j'aurais pu prendre n'importe quel supplémentaire, hein, de np-1 dans np. Eh bien, je ne vais pas prendre n'importe quoi. Non, j'aurais pu prendre n'importe quel supplémentaire de np-2 dans np-1. Eh bien non, je vais prendre f de fp, somme directe avec a. Et donc ça fournira bien un supplémentaire de np-2 dans np-2. Et je vais compléter f de fp pour obtenir une base de ça, d'accord, hein. Et puis, à partir de cette base de A, eh bien, j'obtiendrai une base f de dp union d'P qui me fournira une base dp-1 de fp-1. D'accord? Cette base de fp-1, elle est obtenue à partir des f de bp auxquels je rajoute la base b'p de A. Et je recommence maintenant avec bp-1, c'est-à-dire qu'avec bp-1, je vais construire une base bp-2, d'accord, de fp-2. Au rang i, j'aurai une base bi de fi, f de bi qui va être une base de f de fi, je vais les compléter par b'I pour obtenir une base bi-1 de fi-1. Et alors, si je regarde bien, je suis parti de E égale NP, qui était donc NP-1 somme directe avec FP-1. Et j'ai dit quoi? J'ai dit que NP-1, c'est NP-2 somme directe FP-2. Et puis je recommence comme ça. Hein? NP-2, je vais dire que c'est FP-3 somme directe NP-3. Et je vais comme ça jusqu'à N1, qui est somme directe de N0 et de F1, mais N0 étant réduit à 0, ça fait F1. Et donc j'ai E qui va être la somme directe de 1 à P des FK, avec comme base, eh bien, l'union des bases BK que j'ai construit en partant de BP, BP-1, etc., jusqu'à B1. Voilà. Alors j'obtiens des vecteurs et je vais voir sur cet exemple, parce que ce n'est pas très facile à expliquer, que je peux les ordonner, il ne faut pas que je les ordonne n'importe comment. Alors par exemple, si je pars de BP et je prends un vecteur que j'avais dans BP, mettons je l'appelle U, ce vecteur. À partir de ce vecteur U, dans F de BP, d'accord, je vais obtenir ensuite un vecteur F de U. Et puis je vais continuer comme ça jusqu'à Fp-1 de U qui sera dans ma dernière base, d'accord, hein, c'est-à-dire qui appartiendra à N1. Et là, F de ça, ben, ça fait Fp de U, évidemment, ça fait 0. Il est nilpotent d'ordre P, il ne faut pas l'oublier. D'accord? Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? F de ce vecteur-là, ça va faire 0. Et puis ensuite, F de celui d'avant, c'est-à-dire F de P moins P-2 de U, F de P-2, F de Fp-2, ça fera Fp-1 de U. D'accord? Et F de F puissance P-3, ça fera F puissance P-2. D'accord? Etc., etc. Et donc, je vais avoir à chaque fois l'image d'un vecteur de cette base si je mets la base dans ce sens-là. C'est-à-dire, je commence par F puissance P-1, F puissance P-2 et je finis par U. Le premier, son image, ça va être 0. Puis ensuite, l'image du deuxième, ça va être celui-là. L'image du troisième, ça sera celui d'avant, etc. Alors, je donne un exemple concret. Bon, imaginons P égale 3, N égale 14, avec une base au départ, B3 égale ABC, puis ensuite une base B2, F de A, F de B, F de C, puis je rajoute DE, je complète la base, hein. Puis ensuite une base B1, F2, alors F de ça, 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 et mettons que je complète par un vecteur G pour avoir une base de grand A. Alors, je vais commencer par le vecteur U1,
ça va être mon vecteur f2 de A. D'accord? Son image, c'est 0. Voilà. Ensuite, je vais prendre U2 qui sera égal à f de A. Son image, ça va être f2 de A, c'est-à-dire U1. Donc j'ai 1 et 0. Et puis ensuite, je vais avoir U3, ça sera son image, c'est U2. 1 et 0. Puis là, ensuite, je recommence avec celui-là. Son image, c'est 0. D'accord? U4, U5, son image, c'est U4, donc 1, 0. Et puis, l'image de celui-là, c'est U5, donc 1, 0. Et je rechange à nouveau. 0, 0, 1, 0, 1, 0.